Bonjour à tous, on va laisser une petite minute à tous les participants de continuer à se connecter. On a encore des connexions en cours et on va pouvoir démarrer donc dans une minute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Comro, associé chez Altitude Investment Solutions, et je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour ce webinaire consacré à notre panorama sur les produits structurés. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà bien le format, d'autres nous rejoignent pour la première fois, donc bienvenue à vous. Pour ces derniers, je voudrais prendre une petite minute pour vous rappeler l'objectif de cette session. Il s'agit de partager avec vous nos convictions de marché et de vous présenter les solutions en produits structurés que nous avons développées en cohérence avec ces convictions. Quand on conçoit nos solutions, on suit toujours trois grands principes. Le premier, c'est de partir de convictions fortes sur les sous-jacents, parce que, on le répétera finalement jamais assez, le premier moteur de performance d'un produit structuré, c'est son sous-jacent. Ensuite, on cherche à créer des solutions qui optimisent au mieux votre couple risque-rendement et le couple risque-rendement, bien évidemment, de vos clients. Et enfin, on tient à vous offrir une transparence totale sur les avantages, mais aussi sur les risques pour que vous puissiez faire vos choix en toute connaissance de cause. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Bruno Jacquier, que la plupart d'entre vous connaissent maintenant, qui est notre directeur de la stratégie d'investissement, qui vous partagera notre lecture des marchés, classe d'actifs par classe d'actifs. Et Paul Zermati, que vous connaissez également très bien maintenant, responsable des partenariats, qui vous présentera une sélection de produits en lien direct avec nos vues de marché et le contexte actuel. Donc, le format est simple, une présentation de nos vues, suivie des solutions que l'on propose. On peut compter environ 45 minutes pour cette première partie et ensuite, on prendra un temps pour répondre à vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire tout au long du webinaire dans le chat qui se trouve juste à droite de votre écran. Alors, merci à tous pour votre présence et je laisse tout de suite la parole à Bruno. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors effectivement, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin pour discuter de ces sujets qui me passionnent, que sont l'économie et les marchés financiers, avec en brève introduction un petit rappel du scénario économique qu'on avait dressé il y a quelques mois maintenant, où on avait comme anticipation, notamment en s'appuyant sur les modèles économétriques qu'on peut développer ici en interne, la détérioration du marché de l'emploi et donc un risque de crise économique prononcée, voire de récession dans certaines zones, un optimisme des investisseurs qui était probablement trop élevé sur la fin de l'année dernière et le début de cette année, et donc une allocation d'actifs qui devait prendre en compte ces deux paramètres-là, à savoir les trous d'air ou les chutes qu'on aurait pu avoir sur les marchés. Donc, l'idée était d'effectivement savoir où étaient les parachutes dans l'avion pour pouvoir les déployer le cas échéant. Et finalement, c'est assez intéressant de voir que ce début d'année est effectivement assez chahuté, que 2025 ne ressemble vraiment en rien à 2024 ou 2023, où on avait eu une progression relativement saine et sereine des marchés financiers. 2025 est beaucoup plus chahuté et on va voir que pour la suite de cette année, on va être toujours dans ce type de scénario, donc à la fois des trous d'air et dans l'éventualité également d'avoir une correction également plus marquée. Donc l'idée des parachutes, à mon sens, était la bonne sur le début d'année et elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans les points qui ont changé par rapport à notre précédent point, le premier, c'est qu'entre-temps, on a eu à peu près 500 ou peut-être même 5000 tweets de Donald Trump.
dans un sens, dans l'autre, etc., que les investisseurs ils sont très sensibles et que donc ça a généré pas mal de volatilité. Ce qui est important à voir là derrière, c'est qu'au-delà de tout l'effet d'annonce, qui est un effet, un élément commercial pour l'administration Trump dans ses négociations, c'est de voir qu'est-ce que à la fin des fins, il va rester de toutes ces tergiversations. Et notamment suite à la pause des tarifs douaniers qu'on a eu ces derniers temps, donc avec la plupart des pays il y a un mois, avec la Chine le week-end dernier, lors de la rencontre bilatérale entre les États-Unis et la Chine, ils se sont mis d'accord pour faire une pause temporaire de 90 jours, le temps de trouver un accord définitif sur ces tarifs douaniers. Le marché a salué ça puisque les taxes qui vont être appliquées aux importations chinoises ne vont plus être de 145%, mais de 30%. Autant dire qu'à 145%, il n'y avait plus de commerce qui se faisait. Hein. Les Américains essayaient d'importer d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté de la Chine, on est passé de taxes de 125 à 10%. Donc ça, c'est l'effet d'annonce. C'est un effet positif, mais il faut voir maintenant qu'est-ce que ça va donner dans le concret. Et donc là, je vous ai mis le graphique qui montre l'évolution des droits de douane appliqués par les États-Unis à l'ensemble des pays qui sont partenaires des États-Unis depuis 1890. On a l'avantage aux États-Unis d'avoir des séries longues et c'est assez intéressant de voir voilà, on avait des tarifs douaniers assez élevés à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et que depuis, la mondialisation est passée par là et que donc l'idée, c'était de laisser le commerce mondial s'effectuer librement avec le moins de contraintes possible, sachant que, in fine, la plupart des pays avaient à y gagner. Et donc, on est arrivé avec un taux de droits de douane vraiment très, très faible, aux alentours entre 0 et 5%, et même aux alentours de 2% sur la fin 2024. Avec ce qui avait été annoncé en début d'année, ces droits de douane, en moyenne, pour les États-Unis, allaient être de 24%, avec des taux différents par pays, mais en moyenne, pondéré par le commerce, ça allait donner 24%. Et avec l'accord qui a été trouvé récemment avec la Chine, notamment si on revient avec des droits de douane aux alentours de 30%, ces droits de douane moyens effectifs seraient aux alentours de 12%. Donc ça, c'est vraiment important à garder, parce qu'au-delà de l'effet d'annonce, ça veut dire qu'on va quand même passer d'un environnement où on était à 2% à un environnement où on va être à 12%. Et cette hausse assez impressionnante des droits de douane a un effet à la fois récessif et inflationniste. Depuis le début de ces annonces, il y a eu plusieurs sondages qui ont été menés par des instituts d'opinion. Et c'est assez intéressant de voir quand ils interrogent les entreprises, c'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche, comment est-ce qu'ils envisagent de répercuter ces droits de douane pour finalement réussir à s'en sortir dans cet environnement-là. Et en gros, on a la moitié des entreprises qui ont l'intention de répercuter ces hausses de prix, de tarifs douaniers, sur le consommateur final. Ça veut dire de l'inflation. Et on a à peu près la moitié également qui envisage d'encaisser le choc et donc là de compresser ses marges pour éviter d'augmenter trop fortement les prix. Et donc vraiment, on va avoir un mix entre les deux où ces tarifs douaniers vont se répercuter à la fois sur les marges des entreprises et sur le prix final des biens, sur la capacité des ménages à consommer. Donc, ça va réduire leur pouvoir d'achat. Donc ça, c'est vraiment un point important de voir que, in fine, si on reste au niveau actuel, à la fois les entreprises et les ménages américains vont en souffrir. Alors, c'est très difficile à quantifier l'impact final sur la croissance mondiale ou même sur la croissance américaine. Le FMI s'est prêté à l'exercice. Bon, ils ont l'avantage d'avoir des dizaines d'économistes pour faire ça, mais même eux, avec leur staff, ont du mal à évaluer exactement l'impact. Alors, le graphique, c'est l'encart. Il est peut-être un peu petit pour bien le voir, mais je vais vous expliquer. L'idée, c'est de dire que dans le cas des États-Unis, ces tarifs douaniers vont avoir un impact d'environ 2% sur la croissance. C'est-à-dire que ça va retrancher 2% de croissance à l'économie américaine sur un an à peu près. Et au-delà de ce chiffre de 2%, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la décomposition entre le bâton bleu foncé et le bâton bleu clair. C'est qu'on a à peu près 1% qui sont liés vraiment directement aux effets des tarifs douaniers, donc sur les entreprises et sur les ménages. Et on a à peu près autant, 1%, qui est lié aux effets de second tour, c'est-à-dire aux effets induits
de l'application de ces tarifs et notamment à toute cette zone d'incertitude que ça génère, ce stress vis-à-vis du déploiement de l'investissement des entreprises et ce stress vis-à-vis des ménages qui ont tendance à créer de l'épargne de précaution parce qu'ils voient bien que l'environnement est très changeant au gré des communications de l'administration Trump. Donc voilà, on a un double impact. Après, on peut discuter, est-ce que le FMI exagère dans ses calculs, est-ce qu'au contraire, il sous-estime l'impact? À mon sens, ce n'est pas crucial. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a un double effet, direct et indirect, et que dans tous les cas, c'est un effet négatif pour la croissance et également positif pour l'inflation, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir un peu plus d'inflation que prévu. Donc ça, c'est le premier point à garder en tête par rapport à tout ce qu'on peut lire ou entendre à propos des tarifs douaniers. L'autre point, c'est de voir que ça commence à se voir dans les chiffres de croissance. Depuis la dernière fois où on avait pu faire le panorama de l'économie mondiale, on a eu la publication des chiffres du PIB américain pour le premier trimestre. Et là, pour le coup, j'étais un peu déçu des commentaires à droite, à gauche, parce que tout le monde expliquait que le PIB américain s'était contracté, on le voit sur le graphique, c'est la partie à droite, à moins 0,3 en glissement annualisé. Et donc, cette contraction était uniquement liée à la très forte hausse des importations. Donc, pour dire clairement, les entreprises américaines ont anticipé la hausse des tarifs douaniers et donc elles ont rapatrié une partie des stocks qu'elles ont dans leurs filiales à l'étranger, que ce soit en Europe, en Asie, sur sol américain pour ne pas être imposées par ces tarifs plus tard. Et de la même manière, elles ont accentué leurs achats avant ces tarifs. Donc, typiquement, si je suis une entreprise américaine et que je veux acheter une machine allemande, je vais le faire avant d'être impacté par les tarifs. Et donc, j'importe tout de suite cette machine. Ou si je suis un revendeur de champagne aux États-Unis, de la même manière, je vais importer beaucoup de caisses de champagne avant d'être soumis à cette hausse des droits de douane. Et donc, effectivement, on a eu une très, très forte augmentation des importations qui a détérioré la balance commerciale. C'est ce qu'on voit avec le bâton marron qui est fortement négatif. Ce qu'on oublie de dire, c'est que de l'autre côté, c'est en grande partie compensé par l'augmentation de l'investissement des entreprises et des variations de stock, qui sont les deux bâtons bleu clair de la droite du graphique. Et donc, oui, on a eu beaucoup d'importations, mais on a eu aussi beaucoup de dépenses de CAPEX, d'investissement, et de stockage. Donc, au final, ça explique qu'une petite partie de pourquoi est-ce que le PIB s'est contracté au premier trimestre. Si maintenant on enlève tout ça, ces trois bâtons-là, ce bruit, entre guillemets, puisque ça risque d'être le cas inverse dans les prochains trimestres, il nous reste deux autres bâtons qui sont, les dépenses publiques, qui en rose, qui sont toutes petites, mais on voit aussi que l'impact du département d'Elon Musk fait ses effets, puisqu'on a une réduction des dépenses publiques aux États-Unis, donc une contribution négative à la croissance du PIB. Et surtout, il y a ce bâton bleu foncé qui représente la consommation des ménages. Et on voit que historiquement, on avait plutôt 2,5-3% de contribution à la croissance du PIB grâce à la consommation des ménages. Et là, on n'a eu que 1%. Donc, est-ce que c'est juste temporaire, comme on a eu de temps en temps, par exemple au premier trimestre 2024 ou au second trimestre 2023, ou est-ce que c'est plus durable et qu'on a effectivement un frein à la consommation parce que l'emploi se détériore, parce que le pouvoir d'achat des ménages se détériore? Et ça va être vraiment le point à guetter pour les prochains mois, les prochains trimestres, à savoir est-ce que le consommateur américain est encore dynamique, capable de consommer ou pas. Et c'est là où on va rejoindre un peu le scénario qu'on avait dressé aussi il y a quelques temps, c'est que les modèles économétriques qu'on utilise, qui essayent de se projeter à 1 an, 2 ans, eux anticipaient déjà, avant même l'application des tarifs douaniers, un ralentissement de la consommation des ménages. Et donc, les chiffres qui viennent d'être publiés vont plutôt dans ce sens-là. Et donc, ça, c'est un point important qu'on doit garder en tête pour la suite de l'année 2025. Alors, si maintenant, on va un peu creuser cet effet consommateur pour aller comprendre un peu ce qui se passe, on voit que la confiance du consommateur américain qui est à gauche s'est vraiment écrasée. On est à un niveau aussi faible que dans la deuxième vague de confinement de Covid il y a quelques années. Donc, ça montre bien qu'il y a vraiment de l'épargne de précaution qui est en train d'être créée aux États-Unis. Et même si on regarde des chiffres qui sont déjà publiés pour les mois en cours, les ventes de McDo, par exemple, aux États-Unis, sont en train de se contracter. Donc, on verra ce que donnera le chiffre du deuxième trimestre dans son ensemble dans le PIB. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir quelques signaux
de ralentissement supplémentaire de la consommation des ménages américains. Et puis, le point clé, c'est vraiment le marché du travail qui, pour l'instant, tient, à part dans la partie publique où on a des licenciements massifs avec le Doge d'Elon Musk. Mais c'est vrai que si on interroge les ménages sur les perspectives d'emploi, c'est la courbe rose de ce graphique, on voit qu'ils sont extrêmement négatifs et qu'ils anticipent non pas de faibles créations d'emplois, mais vraiment des destructions d'emplois pour les prochains mois. Là encore, c'est ça qu'il va falloir guetter. Est-ce que les ménages ont exagéré dans leur perception du marché du travail ou est-ce que effectivement la réalité va rejoindre leur perception? Et dans ce cas-là, sans aucun doute, on aura un ralentissement de la consommation. Donc voilà pour les points qui me semblent vraiment clés sur la partie cycle économique. Je parle beaucoup des États-Unis parce qu'au final, le reste des grandes zones va suivre. La zone euro a tendance à suivre avec un peu de retard ce qui se passe aux États-Unis. Et dans les pays émergents, notamment en Chine, on a également une croissance qui est relativement modeste pour l'instant. C'est pour ça que l'idée est vraiment de se focaliser sur les États-Unis. Le bon point dans tout ça, c'est que ça va permettre à la politique monétaire d'être assouplie. Alors, c'est déjà le cas avec la BCE, avec la Banque d'Angleterre, avec la Banque populaire de Chine. Quasiment toutes les grandes banques centrales sont en train d'assouplir leur politique monétaire. La Fed a commencé, mais là, elle est en mode pause. Jérôme Powell l'a répété récemment. Il doit encore reparler cet après-midi. Ça va être assez intéressant de voir ce qu'il annonce. Puisque, effectivement, donc, il y a ce stress sur l'emploi que la Fed perçoit. Mais la Banque centrale doit aussi gérer la partie inflation, sachant qu'elle avait mis du temps à remonter ses taux en 2022-2023 quand l'inflation était élevée. Et donc là, aujourd'hui, elle veut vraiment s'assurer que l'inflation revient proche de 2% pour pouvoir baisser ses taux. Nous, c'est l'analyse qu'on en fait, c'est que l'inflation est vraiment en train de reculer malgré les tarifs douaniers et que donc ça veut dire qu'il y a quand même une pression désinflationniste relativement forte qui va permettre d'ouvrir la porte à davantage de baisses de taux pour la politique monétaire américaine. La Fed va pouvoir baisser ses taux probablement bien plus que ce qu'escompte le consensus. Le consensus anticipe 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Il y a de grandes chances qu'on en ait beaucoup plus. Les modèles que j'utilise anticipent des taux à 2% en fin d'année. C'est probablement exagéré, on ne sera pas à 2%. Mais en tout cas, ça montre le niveau vers lequel on doit se diriger et la possibilité du coup de bonnes surprises sur la baisse des taux. Donc, possibilité de baisse des taux à court terme, ça va aussi venir aider le niveau des taux à long terme. Vous avez à droite les obligations à 10 ans avec leur rendement aux États-Unis en bleu et en Europe en rose. L'idée, c'est vraiment d'aller en direction de 3,5% aux États-Unis. Donc, ça veut dire 1% de moins qu'aujourd'hui, parce qu'on est aux alentours de 4,5%, et aux alentours de 1,7, 1,8 dans le cas de l'Allemagne. Donc, là aussi, 100 points de base en dessous de ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, le point qui nous manque encore pour vraiment avoir ce mouvement-là, qui met du temps à se matérialiser, c'est vraiment justement que la Fed change son discours. Une fois qu'il va commencer à parler de nouvelles baisses de taux, l'ensemble du marché obligataire va se détendre et donc ça devrait améliorer à la fois les performances des marchés obligataires et les performances des produits qui sont indexés sur ces taux. Merci Bruno pour ce point sur les taux, qui fait partie d'ailleurs de nos convictions depuis plusieurs trimestres, cette baisse des taux que l'on a joué, matérialisée depuis plusieurs mois, notamment au travers de Phoenix CMS, que certains d'entre vous ont dû voir passer et probablement traiter. On pense que c'est une bonne chose. Les taux sont sur une dynamique baissière, même s'ils ont connu un certain nombre de rebonds au début du mois de mars. C'est le cas ces derniers jours. On le perçoit comme des fenêtres de tir intéressantes et je ne peux que vous inviter à vous tourner vers nous à l'issue de cette petite visio pour que l'on vous partage les différents Phoenix CMS dont nous disposons et sur lesquels vous pourriez vous greffer. Je referme cette petite page de réclame pour vous présenter une structure un petit peu différente. Cette fois-ci, la stratégie est un petit peu différente. Donc, le spread callable France. Ici, l'idée, c'est de jouer la réduction ou du moins la non-augmentation de la perception de la prime de risque de la France, ici matérialisée par l'indice Tech 10, que certains d'entre vous connaissent peut-être, contre le taux CMS Europe 10 ans, donc le taux sans risque européen, disons. Ce taux, depuis 2015 et depuis que le Tech 10 existe, n'a jamais excédé 1%. Si par extension, on
on souhaite regarder un petit peu plus loin dans le rétroviseur, on pourrait l'approximer en regardant le spread de crédit entre la France et l'Allemagne, qui n'a excédé 1% que lors de la crise de la dette en 2011-2012. Pourquoi je vous parle de ce seuil de 1%? Parce que c'est celui qui va caractériser la barrière de coupon dans le cadre de cette structure. Structure de maturité 10 ans, 100% capital protégé à maturité, qui va détacher un coupon annuel de 7,5% dès lors que, en date d'observation, eh bien, cet écart entre le TEC 10 et le CMS 10 ans est inférieur à 1% chaque année. À maturité, l'intégralité du capital est remboursée. Il y a une possibilité que ce produit soit rappelé par anticipation au gré de l'émetteur chaque année à partir de la fin de l'année. Donc, c'est un point un petit peu différenciant. Ça vient en complément des Phoenix CMS. On ne joue plus la baisse directement des taux, mais plutôt la réduction de la prime de risque de la France versus le taux CMS 10 ans. Bruno, je te laisse poursuivre. Alors, j'en profite pour répondre à une question que j'ai vue passer là sur pourquoi est-ce que la Fed ne souhaite pas baisser ses taux alors qu'elle est incitée par l'administration Trump à le faire. Alors, très clairement, la Fed est indépendante et au contraire, les économistes qui travaillent au sein de la Fed essayent de voir justement où vont vraiment se stabiliser les droits de douane, les tarifs douaniers, pour essayer de comprendre l'impact que ça aura à la fois sur la faiblesse de la croissance et sur la force de l'inflation. Et donc, une fois que ça sera clair pour eux, et donc là, ils incitent en fait l'administration Trump à arrêter de partir dans tous les sens pour vraiment pouvoir communiquer là-dessus et réagir. Il ne faut pas oublier, je l'ai mentionné dans le discours, qu'ils ont agi un peu en retard en 2022-2023 et donc là, ils veulent vraiment s'assurer que l'inflation reste proche de 2% avant de pouvoir baisser les taux. Mais effectivement, le risque, c'est qu'ils baissent un peu tard et que du coup, le marché soit un peu déçu de cette action tardive. Ça peut amener un peu plus de stress sur les marchés actions. Mais c'est pour expliquer que eux, leur mandat, c'est vraiment de soutenir l'emploi et de maintenir l'inflation à un niveau stable. Et pour l'instant, comme l'emploi tient encore à peu près, ils sont obligés d'attendre. Alors, si maintenant, la transition va être assez intéressante par rapport à ce que tu viens de dire, Paul, sur les taux d'intérêt américains, on arrive de nouveau à un niveau un peu stressant, puisque le point qui est quand même assez atypique depuis un mois et depuis notamment l'application des tarifs douaniers de Donald Trump, puis son retrait, etc., face à pause, c'est qu'on a eu un découplage entre le niveau des taux américains à 10 ans, qui sont restés relativement élevés, alors que le dollar s'est écroulé, en tout cas a perdu 7 à 8% sur les nouvelles. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui tend à prôner l'idée qu'une partie des investisseurs étaient très fortement surpondérés sur les actifs américains, que ce soit en actions, en obligations, en dollars en général, et que suite à ces incertitudes-là, ils sont en train non pas de vendre leurs actifs en dollars, loin de moi l'idée, mais en tout cas de revenir à quelque chose de plus neutre. Et ce faisant, ils détiennent un peu moins d'obligations, un peu moins d'actions et donc un peu moins de dollars, ce qui explique pourquoi les taux à 10 ans américains ont un peu du mal à reculer à l'heure actuelle. Je répète, c'est vraiment une question de temps. Une fois que la Fed va baisser ses taux, il devrait se mettre à corriger et que le dollar recule. Donc ça, c'est un point qui est important à la fois pour la Fed, mais aussi pour l'administration Trump. On a vu qu'ils sont très, très alertes sur le niveau des taux. Et c'est vrai que vu les niveaux qu'on a là ces derniers jours, je ne serais pas surpris qu'à nouveau, ils communiquent dans un sens qui vient rassurer les marchés obligataires pour éviter que justement le taux auquel ils financent leur dette soit trop élevé et asphyxie un peu leur budget. Donc ça, c'est aussi un graphique clé à guetter dans les prochains mois. Et l'idée, c'est de dire qu'on devrait avoir à nouveau une relation positive entre les deux, c'est-à-dire que le dollar continue à baisser un peu, mais les taux vont aussi également baisser et ne vont pas rester à ce niveau-là. Sur la courbe des rendements, je vais passer vite parce que je me suis quand même bien étalé sur le début de la présentation, mais c'est juste pour dire qu'on va continuer à rémunérer
les obligations longues mieux que les obligations courtes. Donc, on va avoir à nouveau une préférence pour le présent. La courbe des taux va continuer à se quantifier. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un écart de taux aux alentours de 150, 200 points de base dans les 12-18 prochains mois. Donc ça reste des stratégies qui sont très intéressantes en termes de diversification dans la partie obligataire. Sur la partie obligations d'entreprise, corporate, le point clé, c'est de voir que les spreads, donc l'écart de taux entre les obligations d'entreprise et les obligations d'État, sont très très faibles. On le voit sur ce graphique. Alors, ce n'est peut-être pas les plus simples à comprendre. Je vais essayer d'expliquer juste en 1 minute. À gauche, vous avez les investment grade, donc les entreprises les mieux notées, celles qui ont les meilleurs bilans. Et puis à droite, les spreads pour les obligations d'entreprise high yield, celles qui sont le plus à risque. Et vous voyez, donc le point rose à chaque fois, c'est le niveau où on est à l'heure actuelle sur ces spreads. Et on regarde où est-ce qu'on était par le passé en fonction du niveau de croissance de l'économie. Donc, si je prends le graphique de gauche, si on estime que la croissance en Europe, ça va être entre 1 et 2%, on voit que les spreads par le passé ont oscillé entre 100 et 250 points de base, entre 1% et 2,5%. Si à l'inverse, on pense que la croissance va être négative, par exemple entre -2 et 0%, la croissance du PIB, alors les spreads d'entreprises bien notés oscillaient plutôt entre 150 et 450 points de base. Donc, on voit que sur les niveaux actuels, on est en dehors de cette fourchette-là et qu'il y a une possibilité d'augmentation des spreads, ce qui milite plutôt en tant qu'investisseur obligataire à regarder les obligations souveraines que les obligations d'entreprise. Je mets un bémol quand même, c'est que cette augmentation du spread, elle peut aussi se faire de la bonne manière, c'est-à-dire que juste les taux souverains baissent, comme je le disais tout à l'heure, pas forcément que les taux des entreprises montent très fortement, mais ça va permettre d'écarter le spread pour rémunérer la différence de risque entre les deux. Donc, il y a quand même un avantage à être sur les obligations souveraines. Et si on est sur les obligations d'entreprise, il faut vraiment être sur la partie investment grade et notamment en Europe où le risque de défaut est très faible. Et il y a aussi plusieurs structures qui peuvent être intéressantes à mettre en place par ce canal-là. Si maintenant on commence à bifurquer sur la partie allocation d'actifs et notamment à faire la différence avec la partie action, le graphique qui pour moi est clé, que vous avez présenté il y a quelques mois, c'est de comparer la performance des actions sur 12 mois. Donc typiquement, la performance qu'a généré le S&P 500 au cours des 12 derniers mois et de lui retrancher la performance des obligations, là aussi sur 12 mois. Et on voit donc que cette courbe bleue, elle est souvent positive, les actions rémunèrent souvent mieux que les obligations et que cet écart de performance est vraiment lié au cycle économique. Ici, en rose, j'ai mis l'indicateur avancé qui est publié par l'OCDE, on aurait pu en mettre d'autres, ça marche aussi. Et on voit qu'il y a vraiment un lien assez intéressant entre les deux. À l'époque, on était à plus 32%, c'était au mois de novembre. Les actions avaient délivré 32% de mieux que les obligations. Et l'idée, c'était de dire, attention, on va avoir cette surperformance qui se réduit, voire qui s'inverse si on est en ralentissement économique ou en récession. C'est ce qui est en train de se passer. Sur les 12 derniers mois, on a eu une surperformance des actions que de plus 5% par rapport aux obligations. Et donc, l'idée maintenant, c'est d'arriver à voir est-ce qu'on va avoir vraiment juste un petit ralentissement et dans ce cas-là, on va repartir à la hausse sur cette courbe bleue ou est-ce que, comme l'indiquent mes modèles, on doit encore passer par une phase un peu plus difficile de récession et donc de surperformance des obligations par rapport aux actions dans les prochains mois, les prochains trimestres, qui est voilà mon scénario central. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit se débarrasser de toutes nos actions. On va voir qu'il y a des moyens beaucoup plus malins de se positionner, puisque si vous vous rappelez, le risque de se débarrasser des actions, c'est d'avoir tort sur le scénario. Et il faut bien se rappeler que 9 années sur 10, les actions ne font que monter. Donc, d'être en dehors du marché des actions, c'est courir un risque très important de ne pas participer à cette hausse. Et donc, plutôt que de vouloir trop réduire la partie action, l'idée, c'est de se positionner sur des segments qui vont être porteurs. Alors, on peut réduire en partie par action, garder une partie de cash pour avoir de la poudre sec et à réinvestir le cas échéant quand on sera sur un creux de marché. Mais l'autre solution, c'est aussi de prendre des stratégies de protection avec des puts, par exemple, et de se positionner sur les actifs les plus défensifs, y compris dans les actions. Ici, vous avez la performance
des actions depuis le début de l'année à gauche et du marché obligataire au milieu et des devises sur la droite. Alors, sans vouloir regarder chaque bâton individuellement, ce qui est important de voir, c'est que d'une part, on a eu une surperformance de l'Europe très marquée, puisqu'on est à plus de 10%, alors que le marché action américain est à l'équilibre depuis le 1er janvier, voire même légèrement négatif sur la partie tech du Nasdaq. Et de voir que parmi les secteurs, ceux qui ont le bien tenu, qui ont généré la meilleure performance, c'est vraiment les secteurs défensifs. Typiquement, la consommation de base, les utilities, même dans une moindre mesure la pharma, etc. Et donc, à l'inverse, dans les secteurs les plus difficiles, on retrouve la tech et la consommation discrétionnaire. Ça, c'est vraiment un point important sur lequel je voulais insister, puisque, je vais revenir là-dessus après, désolé, je ne fais pas dans l'ordre, mais ça permet de garder un peu le fil sur cette partie sectorielle. Si vous vous rappelez, les secteurs ont des performances différentes et une hiérarchie différente entre eux en fonction du cycle économique. Si on est en phase d'expansion, c'est tout ce qui est cyclique, tech, consommation discrétionnaire, etc., qui vont très bien performer. À l'inverse, dans les phases de récession, qui sont sur les bâtons marrons du graphique de gauche, on voit qu'on a quelques secteurs qui ne perdent quasiment pas d'argent dans les phases de contraction des marchés. Le marché en moyenne fait moins 25. On a la consommation de base, les services aux collectivités, la santé et l'énergie aussi, qui s'en sortent bien. Et on voit que ça a bien fonctionné depuis le début de l'année, c'est le graphique de droite. Si on compare la consommation de base en bleu par rapport à la consommation discrétionnaire, on voit que ce n'est pas du tout la même histoire sur les marchés boursiers. Et c'est vraiment un moyen assez puissant de se protéger dans cet environnement où on cherche des parachutes et où l'environnement peut être un peu chahuté. Alors, je ne sais pas si Paul ou Nicolas, vous voulez commenter cette partie-là maintenant. Oui, bien sûr. Je peux reprendre la main. Alors, je reviens un petit peu en arrière et ça fait suite, si tu veux, à effectivement le potentiel de baisse encore des marchés de quelques dizaines de pourcents. Nous avons travaillé sur une structure qui, justement, dans cette perspective, permettrait de bénéficier d'un repli à court terme et d'un rebond à plus long terme. Structure que nous avons appelée Athena Autocall Trampoline. Alors derrière ce nom enfantin, il y a vraiment l'idée que le rebond pourrait nous être bénéfique. C'est un Athena Autocall assez standard que vous devez connaître, donc une structure de rendement qui est matérialisée par une barrière de protection en capital à maturité, ici placée à 60%, et une barrière de remboursement automatique anticipé, qui est équivalente à la barrière de détachement des coupons, qui est observée en intervalle régulier, ici chaque semestre, et qui, lorsqu'elle est franchie à la hausse, eh bien, permet à l'investisseur de recevoir le coupon périodique multiplié par le nombre de périodes écoulées depuis le lancement du produit. Ici, nous avons choisi un indice bancaire SX7E, qui est un indice européen diversifié, composé des 38 plus grandes banques européennes, 28 plus grandes banques européennes, pardon. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur, et peut-être que tu le développeras, Bruno, après, mais qui a tendance à être un peu en avance de phase, qui a plutôt bien performé ces derniers temps, qui pourrait connaître un risque à court terme et qui, pour autant, a tendance à surperformer dans les phases de reprise du marché. Et donc, ça s'inscrit parfaitement dans la stratégie de ce produit qui, au-delà donc, du mécanisme d'un Athena Autocall traditionnel, ajoute une nouvelle barrière qu'on appelle barrière trampoline, fixée à 90% du niveau initial de l'Eurostoxx, qui est observée chaque mois lors des 6 premiers mois. Et si le sous-jacent, donc l'indice, franchit cette barrière à la baisse, donc baisse de 10% ou plus lors des 6 premiers mois de vie de ce produit, eh bien le coupon est nettement bonifié. Le coupon passe de 7% par an à 13% par an. Donc l'idée, c'est à court terme de connaître et de recevoir ce petit stress pour booster les coupons, et puis après, de jouer le rebond de cet indice pour bénéficier, en cas de rappel anticipé, d'un coupon nettement bonifié. Voilà pour cette partie-là. Et si je fais écho, Bruno, à la partie plus sectorielle, et puisque les produits structurés permettent de placer le curseur du risque là où on le souhaite, et qu'il n'y a pas de produits 100% capital protégé qu'avec des sous-jacents taux, même si c'est ce qu'on a vu beaucoup ces derniers trimestres, eh bien, il nous est possible de structurer
des Athena, exactement la structure que je viens de vous proposer, sur des indices, en ajoutant de la protection en capital à maturité. Ici, le mécanisme est assez simple. On s'est indexé à un panier de 2 indices, que sont un indice européen benchmark sur les utilities et sur le secteur de l'énergie. Ce panier n'est pas un panier éco-pondéré, mais c'est un panier worst of, ce qui signifie qu'à chaque date d'observation, ce qui va faire foi, c'est l'indice qui aura le moins bien performé parmi les deux. En l'occurrence, chaque année, on va regarder le niveau donc, de l'indice le moins performant. Et si ce dernier est en hausse par rapport à son niveau initial, l'investisseur reçoit 7,8% par année écoulée depuis le lancement du produit. À maturité, pas de barrière de protection, le produit est 100% capital protégé, ce qui signifie que l'investisseur reçoit son investissement initial. Bueno, je te relaisse. Merci Paul. Alors, je vais faire du coup un petit retour en arrière. Alors, peut-être avant, je vais quand même juste mentionner la partie financière dont tu as parlé. Effectivement, c'est assez intéressant de voir que dans la partie reprise qui va arriver à un moment dans le courant de soit à la fin de cette année sur les marchés actions, soit au début de l'année prochaine, effectivement, les financières sont plutôt dans les top secteurs et c'est vrai que souvent, c'est celles qui profitent le plus de l'impact positif de la baisse des taux des banques centrales. Et donc, d'où l'idée de ne pas se positionner trop tard dessus. Le point que je n'ai pas adressé par rapport à tout ce qu'on a dit entre l'impact des tarifs sur l'économie et sur les marchés, c'est qu'on a eu du coup, beaucoup de volatilité, une forte correction de marché, puis un très fort rebond. Il y a même eu une journée où on a progressé de 10% sur les marchés actions. Une fois de plus, raison pour laquelle c'est vraiment très pénalisant de sortir complètement des marchés parce qu'on rate ce genre de journée. Mais si on se projette pour la fin de l'année, on reste du coup dans à peu près le même scénario qu'on avait en fin d'année dernière ou en tout début de cette année, où le marché est très optimiste sur la capacité de croissance des bénéfices des entreprises. Je vous ai mis à jour le graphique de gauche où on compare le niveau du marché action américain, donc toujours le S&P 500 avec le niveau des bénéfices qu'on a décalé de 12 mois, parce que les investisseurs anticipent d'à peu près 12 mois la croissance des bénéfices. Et on voit que pour justifier le niveau actuel du S&P 500, il faut qu'on ait une progression d'environ 30% des bénéfices. C'est relativement optimiste, pour ne pas dire très optimiste, sachant que sur les bonnes années, on a des progressions de 15-20%. Là, aujourd'hui, le consensus anticipe 16% de croissance des bénéfices. Et les modèles qu'on utilise sont plutôt sur une stagnation. Donc, ça plaide quand même pour dire que les marchés sont chers. L'autre moyen de dire la même chose, c'est de regarder les valorisations. Donc, c'est le graphique de droite avec les PER qui sont aux alentours de 26 fois les bénéfices. Là encore, à un niveau assez élevé. Et on voit que, comme par le passé, on a eu ce comportement grégaire, boutonnier des ménages qui ont tendance à augmenter leur allocation en actions quand les marchés montent et à la réduire quand les marchés baissent. On aurait aimé que ça soit l'inverse, c'est-à-dire qu'on achète beaucoup d'actions quand les marchés sont bon marché et qu'au contraire, on allège la position pour en avoir moins quand les marchés sont chers. Malheureusement, les ménages font l'inverse. D'où l'idée de bien les conseiller et typiquement dans ce type de moment, c'est là où on doit quand même être prudent en attendant une nouvelle correction ou un nouveau trou d'air, d'où l'idée de détecter les parachutes. Donc, tout ça pour dire qu'on a eu de la volatilité, probablement que le creux du marché est encore devant nous, on n'a pas vu la fin de cette correction de marché. Là, je me suis amusé à reprendre des graphiques qui permettent de comparer en fait les différentes séquences de marché en fonction de est-ce qu'on a un bear market ou pas, et derrière ça, est-ce qu'on a une récession ou pas. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que sur les 36 phases de correction qu'on a eues depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu différentes versions, avec récession, sans récession, avec bear market, sans bear market. Mais que voilà, dans le meilleur des cas, le marché, c'est-à-dire si on n'a pas de récession, pas de bear market, baisse de 13%. Si on a une récession et un bear market, c'est plutôt moins 35%. L'autre manière de voir ça, c'est de regarder le graphique de droite, pour ceux qui aiment mieux les courbes que les chiffres. On voit que si on a juste une petite correction, c'est la courbe bleu foncé. Et à l'inverse, si on a une correction avec un bear market,
derrière souvent avec une récession, c'est la courbe bleu clair. Dans ce cas-là, ça dure relativement longtemps, c'est-à-dire au moins 12 mois cette phase de correction, et qu'on a une baisse des marchés souvent comprise entre 20 et 50% dans les pires des cas. Je me suis amusé à regarder l'historique de ces marchés baissiers depuis 1929. On voit voilà, qu'il y en a toute une série, que le dernier, on a juste fait moins 21%, donc techniquement on peut considérer ça comme un bear market, mais c'est vraiment très faible, c'est vraiment pas très puissant comme marché baissier. Si on pense qu'on est dans une phase de ralentissement économique, effectivement on doit avoir beaucoup plus que ça dans les prochains mois, les prochains trimestres. J'insiste aussi sur le fait qu'au milieu des phases de baisse, on a des phases de rallye qui peuvent être très importantes, comme on a vécu là, ces dernières semaines. Si vous regardez la période, par exemple, entre 2000 et 2003, l'éclatement de la bulle Internet, on a une phase baissière de marché qui dure quasiment 3 ans, mais en fait, c'est 4-5 bear market qui suivent parce qu'au milieu, on a des phases de progression du marché des actions de plus de 20%. Donc, on fait une baisse de 25, une hausse de 20, une baisse de 30, une hausse de 20, etc. Et donc, c'est vraiment un cycle qui fonctionne par vague. Et donc, le rebond qu'on a là ces derniers temps, pour moi, ressemble à une de ces vagues, raison pour laquelle on continue de recommander la prudence sur les investissements. J'ai parlé des secteurs pour se protéger. Très clairement, voilà, les 4 grands secteurs défensifs, utilities, healthcare, staples et énergie sont vraiment à privilégier. Il y a aussi là les financières dont on a parlé, avec des structures adaptées. Et c'est vrai qu'on peut aussi se positionner sur l'Europe plutôt que sur les États-Unis. Alors, on a vu que c'est ce que faisait une partie des investisseurs pour revenir un peu à l'équilibre parce qu'il y avait eu une surexposition au marché des actions américaines ces dernières décennies, pour des bonnes raisons. Hein, le marché actions américain fait bien mieux. Aujourd'hui, ça peut valoir le coup de se repositionner un peu plus sur l'Europe. Alors, pas forcément parce que c'est l'Europe contre les États-Unis, mais plutôt parce que l'Europe a tendance à avoir des titres meilleurs marchés, plus défensifs, donc un peu plus value. Et c'est vrai que cette stratégie value a tendance à surperformer dans les phases un peu difficiles. Et c'est typiquement ce qu'on est en train de voir depuis le début de l'année. Toute cette rotation sectorielle dont on parlait il y a quelques mois est vraiment en train de se mettre en place et elle profite un peu plus à l'Europe qu'aux États-Unis. Donc ça peut être aussi un moyen de se protéger dans les portefeuilles sans complètement sortir du marché des actions. Tout à fait. Et peut-être Bruno, avant que tu continues, tu poursuives sur les autres secteurs et sur les semi-conducteurs, je saisis la balle au bon pour vous parler d'un Athena. Donc pour le coup, la structure est similaire à celle que je vous ai présentée précédemment, mais l'approche est assez différente. Il s'agit d'un produit de maturité plus courte, cette fois-ci 3 ans, sur un panier Worstoff, qui reprend ce que je vous ai expliqué juste avant, sur 3 titres bien connus, LVMH, BNP, Total Energy, dont 2 d'entre eux d'ailleurs ont plutôt sous-performé ces dernières semaines. L'objectif de cette structure est cette fois de bénéficier d'un remboursement anticipé assez rapidement et optimisé à l'issue de l'année 1. Pour une raison très simple, c'est que cette fois-ci, la barrière de rappel anticipé n'est pas constante dans le temps et fixée sur la base du niveau initial du sous-jacent, le moins performant, mais la barrière de rappel est fixée à 75% du niveau initial, ce qui signifie que à l'issue de l'année 1, le produit serait remboursé par anticipation tant que le titre le moins performant parmi ces trois titres, LVMH, BNP et Total, venait à ne pas baisser de plus de 25%. Le coupon est de 8% par an, payé en cas de rappel anticipé, et la barrière de protection à maturité est fixée à moins 50%. Donc, protégé tant que le sous-jacent non performant ne baisse pas plus de 50% à l'issue de ces trois années. Nous avions lancé, certains, et je l'ai vu dans le chat notamment, une version avec un coupon grandement boosté, un coupon de l'ordre de 40%, qui aujourd'hui n'est plus en commercialisation, mais qui pourrait faire l'objet d'un nouveau lancement. Il faudra actualiser les conditions de manière très simple. Ça a eu un certain succès, donc n'hésitez pas à vous tourner vers nous si vous souhaitez qu'on regarde quelques cotations complémentaires et alternatives. Bruno, la piste est à toi pour les semi-conducteurs.
Alors effectivement, au-delà de la partie défensive et donc tous les différents parachutes dont on a parlé pour se positionner dans ce type de marché, c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui, pour le coup, sont très cycliques. Et un des plus cycliques parmi les cycliques, c'est les semi-conducteurs, qui, en moyenne, fait 2 fois la perte de l'indice. Donc, typiquement, si les indices classiques, S&P CAC 40, Eurostoxx, font, je sais pas, plus 10 ou plus 15, le SOX, l'indice des semi-conducteurs, va avoir tendance à faire plus 20, plus 30. On multiplie la performance par 2 naturellement. À l'inverse, si les indices corrigent de 10 ou 15, cet indice-là, lui, va plutôt corriger de 20 ou 30. Et c'est assez intéressant de voir que depuis 12 mois, alors il a continué à suivre le cycle économique, comme on le voit sur le graphique, puisqu'on est passé d'une performance annuelle de 60% à une performance de moins 15, toujours en glissement annuel. L'idée, c'est de dire, en fait, on a baissé quand même relativement fort. Alors, peut-être que le point bas n'est pas complètement déjà atteint sur cet indice-là. Si les marchés actions corrigent, il y a de grandes chances qu'il corrige lui aussi. Mais il a quand même anticipé une partie de cette baisse. Il a baissé plus fort que ce qu'il aurait dû ces derniers temps. Et surtout, on commence à avoir quelques signaux assez intéressants de la part de l'administration Trump pour changer les interdictions d'exportation de certaines puces, notamment celles à très haute valeur ajoutée qui sont utilisées dans l'armement, etc. Et il voudrait mettre en place un système un peu plus simple et moins contraignant que ce qu'avait prévu l'administration Biden pour rentrer en place aujourd'hui, le 15 mai. Et donc ça, c'est vraiment très, très bien perçu par les investisseurs sur les semi-conducteurs. L'autre élément, c'est effectivement l'accord qui se profile entre la Chine et les États-Unis sur les tarifs douaniers. Et tout cet environnement est en train de créer un potentiel de rebond assez intéressant sur ce segment-là. Donc là aussi, plutôt que d'aller directement acheter des semi-conducteurs ou du SOX, peut-être que ça vaut le coup de travailler une structure un peu défensive pour avoir un bon coupon et se positionner si l'indice corrige davantage, les titres qui en font partie corrigent de 15-20% supplémentaires. Ça commencera à être des bons niveaux d'achat. Voilà. En tout cas, ça permet de venir compléter la partie vraiment très défensive qu'on a évoquée précédemment. Donc, voilà, juste pour vous montrer là aussi en termes de fondamentaux, si on regarde les bénéfices et donc leur croissance à gauche et les ratios de valorisation de ce secteur-là à droite, on voit que le marché continue d'anticiper une forte croissance des bénéfices. Probablement, c'est exagéré, qu'on n'aura pas une croissance aussi forte. Que du coup, les niveaux de valorisation restent quand même relativement élevés, notamment par rapport à l'historique, mais on a déjà fait quand même un bon bout du chemin. Et là encore, l'idée, c'est de venir vraiment travailler ça pour trouver le bon véhicule d'investissement pour se positionner sur ce segment-là, qui, il faut le reconnaître, est plus sportif, mais a aussi pas mal d'atouts en termes de génération de performance et aussi d'intérêt de la part des clients. C'est vrai que c'est un secteur qui est assez populaire la plupart du temps. Alors, j'enchaîne sur la dernière partie avec l'or et les devises. Alors, on était très, très positif sur l'or depuis longtemps. On continue à l'être. Le tout, c'est que là, ça ressemble vraiment à un scénario en fusée, puisqu'on est passé de 1 600 $ l'once au double, à 3 200 ces derniers jours. Même, on a flirté les 3 400 récemment. L'idée, c'est quand même de dire on a des fondamentaux solides, les banques centrales continuent à en acheter, les investisseurs retail, c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche avec la détention dans les ETF, ne sont pas encore rentrés vraiment complètement dans cet investissement-là. Donc, il y a encore des facteurs de soutien. Mais bon, comme tous les marchés financiers, c'est rare qu'on aille en ligne droite. Une phase de pause serait quand même bienvenue. Se stabiliser sur ces niveaux-là ne serait pas impossible, voire même de retracer une bonne partie. Il faut voir que une bonne partie, une petite partie. Il faut voir que l'or est un des actifs les plus volatiles. Donc, si on devait passer de 3 200 $ l'once à 2 500 ou 2 600, ça ne serait pas un scandale, il n'y aurait rien d'anormal, même si la tendance à plus long terme reste très, très clairement à la hausse. L'idée, c'est de dire, voilà, ceux qui en ont en portefeuille, pourquoi pas prendre une partie des bénéfices pour se repositionner sur le poids que vous jugez équilibré sur cet actif-là. Et à l'inverse,
pourquoi pas, là aussi dans la partie qui est un peu moins défensive, un peu plus cyclique, qui a peut-être plus de jus, d'aller regarder les minières aurifères. Elles sont en retard en termes de performance par rapport justement au niveau de l'or. Je me suis amusé à comparer leur performance avec l'ETF des gold miners, qui est la courbe bleue à droite. Donc, c'est la performance de l'ETF avec les niveaux de marge. Donc, j'ai fait un proxy, parce que c'est très difficile d'avoir les marges de chacune de ces sociétés-là. Et donc, j'ai fait un proxy en regardant le niveau de l'or auquel j'ai soustrait un ratio lié au prix du pétrole, au prix de l'énergie, sachant que c'est très énergivore ce type de production. Et au final, ça marche assez bien. Cette estimation des marges en rose est assez corrélée au niveau de valorisation des gold miners. Et c'est vrai qu'il y a encore un potentiel de hausse, d'une part parce que le niveau de l'or a continué à progresser, mais aussi parce que les prix du pétrole ont eu tendance à baisser ces derniers temps. Donc ça peut être une alternative intéressante. Dernier point sur les devises, le taux de change du dollar était effectivement très très élevé ces derniers temps pour plein de bonnes raisons. Notamment, la principale, c'est que la dynamique économique américaine était beaucoup plus forte qu'ailleurs dans le monde et notamment qu'en Europe avec l'euro. Le pendant de tout ça, c'est que les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. C'est toujours le vrai à l'heure actuelle, mais le marché est en train d'anticiper que ça pourrait l'être un peu moins dans l'avenir. Et donc, l'avantage de cet écart de rendement entre les États-Unis et l'Europe va progressivement se réduire. Ce qui veut dire que la survalorisation du dollar, qu'on voit sur le graphique, où là, on a le taux de change du dollar, non pas contre l'euro, contre le sterling ou que sais-je. Là, on a le dollar contre toutes les deux autres devises. C'est pondéré par le poids du commerce des États-Unis avec chacune des zones concernées. Et c'est ajusté de l'effet d'inflation. C'est vraiment en termes de parité de pouvoir d'achat. Donc, si tout était tout le temps parfait, on serait tout le temps à 100 sur ce type d'indice. On voit qu'on oscille autour de 100 et on voit qu'on était arrivé à plus de 2 écarts types de cette moyenne théorique. Ce qui veut dire que dans 95% des cas, le dollar est moins cher qu'aujourd'hui. Donc, ça ouvre la possibilité à une baisse du dollar qui est en train de se matérialiser. On voit qu'on est passé sur cet indicateur-là de 122 et quelques, un niveau aux alentours de 118 à l'heure actuelle. Très clairement, on doit continuer cette tendance-là de baisse du dollar. Ça va se faire là aussi par vague, hein, c'est rare qu'on aille en ligne droite. Et ce qui veut dire que sur le taux de change euro-dollar qui nous concerne le plus, on est passé d'un niveau où on était proche de la parité il y a quelques temps à un niveau aux alentours de 1,10, 1,12, qui est vraiment en ligne avec les modèles économétriques que j'utilise. Donc, vous voyez sur le graphique de gauche en rose. L'idée, c'est d'aller plutôt vers 1,15 d'ici la fin de l'année prochaine, peut-être même 1,20. C'est vrai que c'est possible que les modèles s'ajustent légèrement à la hausse en fonction justement de l'impact des tarifs douaniers à la fois sur la croissance américaine et sur l'inflation américaine. Donc, c'est plutôt, je n'ai pas remis à jour les modèles, hein, donc on est toujours sur 1,15, mais mon feeling me dit que si je le refaisais tourner aujourd'hui, ça serait peut-être plutôt 1,20. Donc, l'idée, c'est de continuer à rester acheteur d'euros et vendeur de dollars, sachant qu'on doit garder aussi en tête qu'à très très long terme, la parité de pouvoir d'achat est assez puissante. On peut s'en éloigner très fortement pendant des durées assez longues et on finit tout le temps par recouper cette courbe rose du graphique de droite. Et la valeur d'équilibre de long terme de l'euro-dollar, c'est 1,27. Donc voilà, juste pour faire le pendant au graphique précédent, c'est vrai que le dollar reste cher malgré la baisse qu'on a eue ces derniers temps. On arrive au bout de cette présentation. Je vais essayer de respecter le temps imparti. Voilà, l'idée, c'est de dire qu'on a toujours ce risque de récession, que l'inflation est là, effectivement, notamment alimentée par les tarifs douaniers, mais on est quand même sur une phase de désinflation, de stabilisation de l'inflation. Je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Et donc, on va pouvoir avoir plus de baisse de taux directeurs que prévu. Et donc, des taux longs qui baissent aussi. Donc, c'est vrai pour le 10 ans, mais j'ai eu une question aussi sur le chat sur le 30 ans. C'est la même chose pour le 30 ans. Il va aussi avoir tendance à baisser. Alors, c'est moins volatile. La baisse sera peut-être moins marquée, mais il y a l'effet duration qui est très intéressante, donc, qui est rémunératrice.
On va probablement avoir une nouvelle correction boursière dans les prochains mois, d'où l'idée toujours de conserver les parachutes en place, voire d'en prendre d'autres si ça devait secouer de nouveau. Et donc toujours avec une préférence pour les défensives et les pays émergents. C'est un point que je n'ai pas mentionné, mais les pays émergents surperforment toujours quand le dollar est faible. Et donc ça, c'est un point à garder en tête si on a ce scénario de faiblesse du dollar. Les émergents devraient bien se tenir et l'or devrait finir par se stabiliser à un niveau qui reste élevé avant de recommencer une phase haussière, mais bien plus tard, on aura le temps de voir. Merci beaucoup, Bruno. Merci à tous. On arrive à la fin de ce webinaire. On a répondu aux questions qui étaient à la fois dans le chat et dans les questions au fil de l'eau, et puis on vous a fait des réponses en direct. On espère que les échanges de ce matin vous auront permis d'y voir un peu plus clair sur nos convictions de marché et sur les solutions en produits structurés que nous avons développées dans ce contexte. Si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez approfondir certains points, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Comme d'habitude, on sera toujours ravis d'en discuter avec vous et on se rendra disponible. Donc, merci encore à tous et à toutes pour votre présence et pour votre attention. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée à tous.